Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Angle. Zoom ce soir sur la première équipe médicale d'urgence en Afrique. Le Sénégal est officiellement devenu depuis le 10 octobre dernier le premier pays africain à disposer d'une équipe médicale apte à faire face aux catastrophes naturelles et autres situations d'urgence de santé publique. Le Sénégal a ainsi reçu l'accréditation de l'OMS. L'équipe médicale d'urgence internationale de type 2 du Sénégal est développée par le service de santé des armées du Sénégal et a d'ailleurs déjà fait ses preuves en RDC, en Sierra Leone, en Gambie et tout récemment en Guinée à Conakry pour appuyer la réponse internationale dans plusieurs urgences de santé publique. C'est un reportage de Ndefatou Wade. Le Sénégal est ainsi le premier pays africain disposant d'une équipe médicale d'urgence de type 2 d'envergure internationale accréditée par l'Organisation mondiale de la santé. Historique. Le Sénégal vient de montrer la voie au reste de l'Afrique. Mettre en place une équipe médicale d'urgence, oui, c'est possible. Le Sénégal y a cru et a poursuivi le chemin qui aujourd'hui a mené à la certification par l'OMS de la première équipe médicale d'urgence de type 2 en Afrique. Les équipes médicales d'urgence sont des équipes de professionnels de santé classées par l'Organisation mondiale de la santé et qui peuvent être déployés en vue d'apporter une assistance immédiate aux pays et territoires lors des catastrophes naturelles, lors des flambées épidémiques ou lors des situations d'urgence sanitaire. Mettre en place une équipe médicale d'urgence, tout est parti du tremblement de terre en Haïti en 2010 qui a fait plus de 280 000 morts, 300 000 blessés. Il fallait tirer les leçons médico-sanitaires de cette catastrophe survenue en Afrique, un continent qui ne disposait pas d'équipe médicale d'urgence aux normes de l'OMS. Devant le désastre secondaire au tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 et en présence d'une coordination de l'assistance sanitaire conformément aux standards qui étaient totalement absents, l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 2015 le concept des équipes médicales d'urgence. Et selon le ministre des Forces armées, l'exemple de la Covid a aussi montré la nécessité et l'urgence de mettre en place cette EMU. En effet, cette pandémie nous a interpellés pour des nécessités de souveraineté sanitaire sur l'impérieuse obligation de disposer de mécanismes d'intervention adéquats et d'une bonne préparation pour assurer la meilleure protection aux populations face aux urgences majeures. Mettre en place une équipe médicale d'urgence de portée internationale en Afrique, c'est le service de santé des armées qui a eu toutes les aptitudes en répondant aux critères. Ce service avait présenté des atouts, des capacités, un potentiel technique opérationnel qui pouvait servir de base de départ pour la mise en place d'une équipe médicale d'urgence de niveau 2. Et depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé lui apporte un appui financier, stratégique et opérationnel. Depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé accompagne le service de santé des armées sur les plans techniques, financiers, aussi bien au niveau stratégique et opérationnel pour atteindre l'objectif de cette certification de l'EMU. Le service de santé des armées n'a pas attendu la certification de l'équipe médicale d'urgence par l'OMS pour faire la preuve de ses capacités techniques, logistiques et stratégiques loin de ses bases, avec les hôpitaux militaires de campagne. Le service de santé des armées a déployé des équipes médicales d'urgence pour faciliter, pour appuyer la réponse internationale face à des situations d'urgence graves de santé publique en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, en Gambie et récemment en République de Guinée, où nous avons été déployés avec un détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Avant d'être certifiée par l'OMS, l'équipe médicale d'urgence de type 2, mise en place par les services de santé des armées du Sénégal, a réussi les différents tests qui ont confirmé sa capacité à fournir des soins en situation d'urgence et en situation d'épidémie. Cette visite
de vérification vient d'être effectué entre le 8 et le 10 octobre 2024. On est venu en tant qu'observateur, en tant que facilitateur, en tant qu'évaluateur, mais également s'inspirer du modèle sénégalais, pour le moment qu'on considère comme le premier modèle. 3 éléments majeurs ont été en particulier soumis à évaluation. C'est la capacité de déploiement de l'EMU en 72 heures au maximum, la fonctionnalité des équipements médico-chirurgicaux et la gestion des pathologies médicales et chirurgicales dans une situation de crise. L'équipe médicale d'urgence composée de spécialistes sénégalais de la santé militaire vient appuyer le dispositif national de la gestion des urgences. Cette certification doit être perçue comme le début d'une nouvelle ère dans la gestion des urgences sanitaires. Elle doit servir de déclic pour renforcer davantage notre système de préparation de manière holistique avec le renforcement du personnel de santé pour les interventions d'urgence. Avec l'équipe médicale d'urgence, notre pays participe ainsi à la solidarité internationale sanitaire et elle contribue au rayonnement diplomatique sanitaire du Sénégal. Et nous passons tout de suite au décryptage avec Pape Mokhtar Sellane. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler exceptionnellement de santé dans le décryptage. Le prétexte, c'est le Sénégal qui devient le premier pays à mettre en place une équipe médicale d'urgence aux normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous avez pu le voir dans le reportage qui a été réalisé par Ndeye Fatou Wade, que nous accueillons sur ce plateau. Ndeye Fatou, bonsoir. Bonsoir, Pape Mokhtar. Vous êtes grand reporter à 7TV, journaliste spécialisé sur les questions de santé. Le Sénégal qui devient le premier pays africain à mettre en place une équipe médicale d'urgence aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est quoi cette classification? Merci Pape Mokhtar Sellane. Bon, je pense que c'est, comme son nom l'indique, c'est une équipe médicale d'urgence. Et notre pays a eu l'honneur d'être le premier pays africain à être accrédité par l'OMS. D'abord, c'est symbolique, mais je pense que c'est le fruit de tous les succès que le service de santé des armées a eu à capitaliser. Parce que quand même, c'est sans surprise que l'OMS choisisse le Sénégal pour l'accréditer en tant qu'équipe médicale d'urgence. Parce que quand même, le service de santé des armées a eu à faire ses preuves. Donc c'est pas une initiative qui date d'aujourd'hui. C'est depuis 2018 que l'OMS a commencé à accompagner le Sénégal. A duré 6 ans. L'OMS depuis 2018 a commencé à accompagner le Sénégal en termes d'appui technique, financier. Et par rapport aux critères qui ont été définis, c'est le service de santé des armées qui a eu à répondre à tous ces critères. Donc c'est un mécanisme qui a débuté depuis longtemps et l'OMS a vu la nécessité quand même d'avoir au niveau de la sous-région de l'Afrique une équipe médicale qui est apte à intervenir en cas de catastrophe naturelle et d'épidémie. Oui, en fait, c'est une satisfaction, une reconnaissance de la qualité du personnel de santé du Sénégal, notamment des armées. Mais aussi, c'est un défi qui est lancé aussi au Sénégal. Ouais, c'est un défi qui est lancé au Sénégal, mais quand même, on espère que le Sénégal va relever ce défi. C'est un défi qu'on a toujours même relevé, parce que comme on l'a bien montré dans le reportage, le service de santé des armées a eu beaucoup d'expérience en termes de gestion de catastrophes, en termes de réponse médicale, que ce soit en Guinée, en RDC, en Gamay, etc. Le service de santé des armées, les médecins militaires ont toujours été présents. Déjà, dans beaucoup de pays, on a fait appel à l'armée sénégalaise, notamment au service de santé, pour la mise en place de dispositifs médicaux avec les hôpitaux de campagne. Exactement. Donc, le Sénégal n'a pas attendu la certification de l'OMS pour être présent dans des zones de conflit
dans des zones de catastrophe et même par rapport à la réponse à beaucoup d'épidémies. Bon, récemment, on a eu la Covid. Peut-être l'armée n'a pas fait beaucoup de bruit, mais quand même, le service de santé militaire a été d'un grand apport à côté des médecins, à côté du service de santé, les médecins civils, comme on les appelle, pour les appuyer par rapport à la réponse. Exactement. Voilà. Oui, c'est qu'en fait, on parle de la qualité des ressources humaines sénégalaises, notamment des armées. On sait que le Sénégal dispose d'une école militaire de santé depuis 1968. Et puis on attend 50 ans pour avoir cette certification. Est-ce qu'il n'y a pas un retard ou bien ce n'était pas un objectif pour les autorités sanitaires de l'époque? Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas un objectif, mais puisque cette initiative est une initiative de l'OMS, peut-être que le Sénégal a eu, je ne dirais pas certification, mais on a longtemps eu une reconnaissance par rapport à l'apport des médecins militaires, à l'apport du service de santé militaire. Mais aujourd'hui, puisque cette initiative est une initiative de l'OMS, je pense que c'est un plus. Parce que l'OMS, tout le monde sait que l'organisme, c'est l'organisme international qui a ses critères, qui a ses standards. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à certifier le Sénégal, c'est parce qu'avant, il y avait une reconnaissance par rapport au dispositif qui a été mis en place par l'armée pour apporter des soins aussi bien aux Sénégalais qu'aux Africains, dans tous les lieux où surgissent des catastrophes naturelles. Bon, je ne sais pas, mais quand même au Sénégal, on sait que l'armée sénégalaise quand même dans la politique sanitaire a une grande place. En tout cas, il y a la reconnaissance, mais la certification vient de l'OMS et c'est un plus. C'est un plus. Oui, quelle est la différence entre cette équipe médicale d'urgence qui intervient généralement dans des situations de catastrophes, d'épidémies et autres, et les services d'urgence qui sont dans nos hôpitaux? Bon, en santé, on parle d'urgence hospitalière et peut-être d'urgence en cas de catastrophe. Peut-être, bon, en général, on dit que nos urgences sont déjà malades. Bon, là, on peut peut-être parler de l'urgence hospitalière parce que quand même, c'est pas la même chose, par exemple, pour un malade qui est dans une situation d'urgence, qui appelle la SAMU ou bien qui se rend à l'hôpital, au niveau d'un service d'urgence de l'hôpital. Bon, là, c'est au niveau, par exemple, plus large. Il s'agit d'un pays qui est confronté à une catastrophe naturelle. Il y a beaucoup de victimes en même temps et sur un même lieu et il faudrait les prendre en charge. Il faudrait quand même une bonne prise en charge pour éviter que des milliers ou bien des centaines de victimes en même temps, à une même période, ce n'est pas la même chose quand on prend en charge des urgences au niveau d'un hôpital. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de technicité, beaucoup plus d'appui, d'où la réponse de la santé militaire qui a vraiment porté ses fruits. Mais quand même, bon, je pense qu'aujourd'hui, l'OMS a eu à certifier notre équipe médicale d'urgence en cas de catastrophe. Ça devrait être quand même un exemple à suivre au niveau des hôpitaux. Une source de motivation. Voilà, source de motivation pour qu'on essaie aussi de mettre en norme, aux normes plutôt, nos services d'urgence au niveau des hôpitaux pour un jour peut-être avoir la certification aussi de l'OMS. Exactement. Merci beaucoup. Je vous remercie, Pamotar. C'est la fin de ce décryptage. Je vous remercie. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Merci Pape Mokhtar Sellane pour ce décryptage. Après la crise notée dans le secteur de la pêche depuis plusieurs années à Kayar, une autre menace guette les populations de cette commune côtière dans le département de Thiès. C'est le projet d'exploration du zircon dans les périmètres agricoles. L'État du Sénégal a attribué depuis 2013 un permis de recherche sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés dans la zone des Niayes à la société Kayar HMC ex-AIG. Les 1200 producteurs de Kayar sont contre ce projet qu'ils considèrent comme étant une menace sur l'économie de la commune, sur la sécurité alimentaire et sur l'environnement. Enquête sur l'attribution d'un permis de recherche controversé à Kayar HMC. C'est avec Pape Mokhtar Sellane, joyeux compris d'Osmendi. 3 ans après la première attribution. Ici, au niveau de la mairie, nous n'étions même pas ampliataires par rapport à cet arrêté. On s'est rencontrés à chaque fois que le conseil municipal délibère pour des exploitations de carrières temporaires de sable. On se voyait refuser le permis d'exploitation
parce que tout simplement nous étions, entre guillemets, dans la zone d'intérêt de la société. C'est comme ça on l'a su, parce qu'en faisant des délibérations et que les promoteurs, en poursuivant la procédure, arrivent à un niveau où on leur dit qu'il faut l'avis d'abord, la société détentrice d'un permis de recherche pour pouvoir continuer la procédure. Ils sont revenus nous voir. C'est comme ça qu'on l'a su. Ciblés pour l'exploration des minéraux lourds tels que le zircon et l'ilménite, les périmètres maraîchers de Kayar sont déjà agressés par l'exploitation à fond du sable dunaire. Une plaie environnementale qui a fini de défigurer cette zone à caractère agricole. Résistants et résilients face à ce fléau environnemental, les producteurs maraîchers de Kayar comptent faire front à cette nouvelle menace après avoir été informés. À travers l'association des producteurs maraîchers de Kayar, Mor et Mbaye sont aux avant-postes dans la lutte contre la phase exploratoire des minéraux lourds dans la zone de Kayar. Ils sillonnent les périmètres pour sensibiliser les producteurs sur les conséquences du projet minier. Nous n'avons pas assez de superficie cultivable. Si on fait des statistiques, si on fait des prévisions par rapport aux producteurs qui sont au niveau de cette zone, on se rend compte que c'est l'une des zones les plus propices pour la culture, à voir son climat, pour la culture de la pomme de terre, de l'oignon et de la carotte. tool boo dugg lu mu néew jëlee lu man ñeenti employés yoo xam ne ci mbay mi la ñuy dund. jàpp naa ne bu ñu dañuy indi zircon boo xam ne daanaka société bi ko yor ñaar ak ñett la te ñoom li ñu wax yëpp mooy li ñu jël ci ay employés mënul passer 100 personnes kon looloo tax ñu jàpp ne loolu moom amul njëriñ ci ñun tey amul njëriñ ci ñun ëllëg. Bassirou est un jeune producteur horticole. Nous l'avons trouvé en pleine activité, luttant âprement contre les mauvaises herbes qui assaillent son champ. Comme tous ses collègues de la zone, il a pris connaissance du projet minier sur ses terres à vocation agricole. Une idée qu'il ne comprend pas. Man nag xamuma luy zircon wante daal li ma xam mooy mbay mi moo ñu gënal lépp luñ fi jamaata duñ ko bindal mbay mi moo gënal ma waxuma la nag zircon kooku daal moom bàyyi ñoog suñu tool yi ñu liggéey moo ñu. Le 4 septembre 2018, l'État du Sénégal scelle une autre convention minière avec la société African Investment Group pour un permis de recherche de minéraux lourds sur une superficie de 36 km², dénommé périmètre de Sud Kayar. Un mois plus tard, le 17 octobre 2018, le ministre des Mines et de la Géologie de l'époque signe l'arrêté portant attribution du permis de recherche pour minéraux lourds à AIG pour une durée de 4 ans renouvelable. Sur le site de la société AIG, aucune trace du Sénégal sur la liste des pays présentés et rien n'indique qu'elle dispose d'une expertise technique pour l'exploration et l'exploitation minière. Les rares vidéos présentes sur la page font état d'une exploitation presque artisanale. D'après cet expert en gouvernance des ressources naturelles, des failles sont souvent notées dans le processus d'attribution des titres miniers. Parfois, l'État central n'a pas la maîtrise même de l'expertise et des moyens dont dispose la compagnie qui demande le permis. Ce qui fait qu'il arrive qu'une société bénéficie d'un permis sans disposer des compétences techniques et des moyens financiers qui lui permettent d'exploiter. Donc, cela favorise souvent ce qu'on appelle la spéculation des permis. Et cela a été, bien sûr, noté dans presque tous les rapports de l'ITIE de 2013 à nos jours. Une des mesures correctives qui revient chaque année, c'est l'attribution des permis qui ne respectent pas souvent toutes les conditions requises pour que la compagnie puisse en bénéficier. Entre 2018 et 2022, le permis de recherche de la société AIG est muté au nom d'une nouvelle société dénommée Kayar HMC. Aucun site internet n'est dédié à Kayar HMC. Pour disposer d'informations fiables, il faut faire un tour sur la page de Sénégal émergent. Ici, on peut apprendre de manière laconique que Kayar HMC a mis en évidence un potentiel de ressources entre 500 000 et 1 million de tonnes de minéraux lourds sur la commune de Kayar, à raison d'une production de 50 000 tonnes par an et la durée de l'exploitation estimée entre 10 et 20 ans. Contacté le 31 octobre 2024, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie entre 2017 et 2020 préfère laisser la nouvelle équipe s'expliquer sur cette affaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir avec les autorités qui sont sur place. Moi, je ne suis plus au ministère, je suis l'ancien ministre. Nous avons adressé plusieurs relances aux nouvelles autorités de l'administration des mines, toutes infructueuses, omerta totale, pour raison de nouvelles installations, nous dit-on.
Motus et bouche cousue chez Kayar HMC. Aucune possibilité d'interview face caméra. Dossier trop sensible, nous a-t-on rétorqué lors d'échanges téléphoniques avec un haut cadre de la société les 10 et 28 octobre 2024. Compte tenu du caractère un peu sensible de ce dossier, on attend vraiment, on préfère attendre avant de faire une émission qui va peut-être engendrer plus de malentendus qu'on ne le voudrait. Fort de son permis de recherche, Kayar HMC a néanmoins décidé d'entamer des travaux en catimini sur les périmètres maraîchers de Kayar. Mais face à la riposte des maraîchers, les opérations exploratoires ont été mises en suspens. ñi yor wàllu Sircon bi dañ fi ñëwoon ñu waroon daje ak ñoom ñu yoxasu dugg ci àll bi. dëkk bi yëpp daw fekk leen fa bi ñu demee jàpp leen nangu oto yi téye ko APMK lu mat 3 jours. Des négociations ont été faites pour que les agriculteurs puissent libérer les véhicules qui ont été pris. gannaaw gi lañ dem ci préfet ak société bi ci boppam ñun ñëpp dañ leen loolu moom d'accorduñ ci tey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. Le 7 mars 2022, Kayar HMC adresse une correspondance au ministre des Mines et de la Géologie pour solliciter une introduction auprès des autorités de la région de Thiès pour un accompagnement dans le cadre du démarrage des travaux d'exploration. Le ministre des Mines tente de rassurer tout en informant qu'un courrier a été adressé au gouverneur de la région de Thiès pour l'informer des difficultés auxquelles la société est confrontée. Il a également demandé au gouverneur de la région de Thiès de prendre les mesures appropriées pour accompagner le démarrage des travaux de recherche, notamment de sondage sur le 10 périmètres, avec l'appui de toutes les parties prenantes. bi ñu waxtaanee góornóor ñun ñëpp mu dalal ñu kenn ku nekk mu wàcc sa station ba nga dellu si moo xam ne wóotewu ma ngir ay ba dama woote ngir jàmm am ñu waxtaan bi ñu waxtaan bi ci biir waxtaan bi la ñu wax ne dafa bëggoon nun mu boole noog préfet ak société boobu ñu dem lu mel ne jogo ak fi nga xam ne defar nañ fi Sircon bi ndax am na yàqu-yàqu wala du amul yàqu-yàqu. bi ñu waxtaan ñun ñëpp li ñu xamle mooy demuñu seetiwuñ te nanguñ kenn dugg fi pour exploiter Sircon bi. La mairie de Kayar, brandissant l'argument agroéconomique de la zone des Niayes, adresse une correspondance au ministre des Mines et plaide pour l'annulation du permis de recherche accordé à Kayar HMC. La population ne veut pas de cette exploration, ni d'une exploitation. Dans l'exploitation du zircon, les gens ne peuvent pas recruter ou bien créer une main-d'œuvre de plus de 5000. Or, l'activité principale qui est en train d'être faite sur cette périmètre qui a été octroyé pour le permis de recherche englobe presque plus de 10 000 main-d'œuvre. Deuxièmement, en termes de revenus, ce que le zircon peut amener, l'agriculture amène 10 000 fois plus. Le zircon est là pour enrichir une poignée de personnes, alors que l'agriculture est une mamelle qui nourrit toute une population. Dans la foulée, le permis de recherche de Kayar HMC est renouvelé le 8 novembre 2022 pour 3 ans, tel que recommandé par l'article 18 du Code minier du Sénégal. Pour chaque renouvellement d'un permis de recherche, la superficie initialement attribuée est réduite au quart, selon l'article 18, alinéa 2 du Code minier. De 36 km² en 2018, Kayar HMC se retrouve en 2022 avec un périmètre de recherche de 17 km². La demande d'annulation du permis de recherche sollicitée par les maraîchers et la municipalité de Kayar n'a pas été prise en compte par l'autorité. C'est au niveau de l'État central que ces permis sont attribués aux compagnies qui exploitent. Donc naturellement, le niveau central n'a pas la maîtrise totale du foncier local, n'a pas une cartographie claire de la zone à exploiter. Elle attribue des permis sur la base des données purement géologiques et ne prend pas en compte certaines réalités sociales. Donc à ce niveau-là, l'implication des autorités locales est quasiment inexistante, ce qui naturellement a des conséquences sur l'occupation du sol et naturellement sur les réactions des populations. Si un projet extractif est implanté au sein d'une population locale, où il n'y a pas eu de consultation relative à cette population-là, relativement au déroulement des activités extractives, il peut y avoir un risque de contentieux qui pourrait opposer soit la communauté locale et l'État, soit la communauté locale et les parties au contraire. Un projet extractif dans lequel il n'y a pas eu implication en amont d'une population locale peut poser la problématique de l'absence de juridiction spécifique. Si la population se rebelle, elle peut être un frein
à cette exploitation paisible-là des activités. Doctorante et chercheuse en contentieux extractif africain à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, cette juriste fiscaliste plaide pour l'intégration du principe d'acceptabilité sociale dans la législation minière sénégalaise. C'est un principe qui consiste en l'implication dès l'amont, dès la phase de négociation d'un projet extractif, de mise en place d'un projet extractif, des populations qui seront à même d'être impactées par un projet extractif. L'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui permettrait de vraiment changer la dynamique actuelle de l'implication des populations locales dans le cadre des projets extractifs. Pour une meilleure maîtrise de leurs droits économiques, sociaux et environnementaux, les producteurs ont bénéficié de l'expertise de Natural Justice. Le point focal de l'ONG à Kayar insiste sur l'une des principales conséquences d'une éventuelle exploitation de minéraux lourds sur les périmètres maraîchers. Ça va impacter considérablement la nappe phréatique qui servait à alimenter les ménages, qui servait à alimenter l'arrosage ou des cuvettes maraîchères. Et donc si cette nappe phréatique est vue à la baisse, donc ça va avoir comme conséquence la destruction de tout un écosystème. En termes de chiffre d'affaires, uniquement pour la pomme de terre, on parvient à avoir 10 milliards 500 millions de francs CFA. Le maraîchage, c'est une activité qui est perpétuelle et qui peut assurer des emplois à des générations et des générations. L'ensemble des compagnies minières, pétrolières et gazières au Sénégal, elles ne peuvent pas employer plus qu'une seule zone agricole pourrait employer au Sénégal. D'ailleurs, c'est moins de 1% de la population active que tout ce secteur-là, malgré tout le bruit que cela fait. Les maraîchers de Kayar s'opposent à tout projet extractif sur leurs terres de culture. Ils redoutent des conséquences irréversibles sur la sécurité alimentaire, la perte énorme d'emplois et la destruction de l'environnement. Ce qui serait un désastre économique, social et environnemental à Kayar, qui a déjà du mal à se relever des jours sombres constatés depuis plus d'une décennie dans le secteur de la pêche. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, nous vous laissons avec le cadrage, carte postale et le sommaire du prochain numéro. Merci, à très bientôt. On a une grande presse, quand même, depuis des années, que ce soit en presse écrite ou bien en audiovisuel. On a de grands journalistes et de grands médias. Sauf que de plus en plus, nous avons encore une presse qui est un peu critiquée. Peut-être qu'elle subit d'autres influences. Peut-être qu'elle subit également l'impact des facteurs technologiques. Mais je pense que dans l'ensemble, nous avons une grande presse qui contribue à l'épanouissement de notre démocratie, que tout le monde nous envie. Maintenant, il y a des défis à relever. Je pense que c'est ça le gros problème aujourd'hui. La question économique des médias et qui pose également le problème de la viabilité de nos modèles économiques. Tout ça, c'est des questions qui font qu'aujourd'hui, il y a urgence à réfléchir vraiment sur le devenir de nos médias sur le plan économique. Nous avons plus une presse de compte rendu. La preuve, on voit plus dans nos journaux que des comptes rendus d'ateliers, de séminaires, en tout cas de rencontres au quotidien. Rarement on voit un grand reportage, une enquête approfondie, des portraits, des chroniques. Ça quand même c'est rare qu'on en voit dans nos médias. Or, c'est des gens nobles qui font qui font ressortir la valeur du journalisme. Si on est amené à faire une enquête qui demande qu'on fasse des déplacements et autres, ça demande des moyens. Et l'accès également à l'information. Aujourd'hui, l'accès à l'information pose problème. Soit le journaliste, il est presque confronté il fait face à un mur. Et parfois, même s'il ne fait pas attention, ça peut se retourner contre lui parce qu'on va toujours lui opposer un secret. Et on sait qu'au Sénégal, le secret, il est presque criminalisé à la limite. Donc, d'où la difficulté à trouver des enquêtes dans nos médias
Mais je pense que si les journalistes, peut-être à force également de creuser, de détermination, je pense que c'est un genre journaliste, c'est un genre majeur que nous pouvons développer dans les médias, peut-être également, comme je le disais tantôt, pour faire également revenir le public vers nos médias. Cela veut dire que les journalistes auront à faire des révélations qui vont intéresser le grand public. C'est parvenir à produire, à présenter des produits de qualité. L'information foisonne de partout, dans les web TV, dans les réseaux sociaux de façon générale. Maintenant, dans ce magma-là, il faut qu'on parvienne quand même à identifier un bon produit. Et c'est là où sont attendus les professionnels de l'information. Essayer de faire un peu la différence pour présenter au public quelque chose de qualité. Peut-être que ça va même ramener le grand public vers les médias classiques. L'évolution technologique accompagne toujours les médias. Maintenant, il faut qu'on fasse preuve d'adaptation, s'adapter à la nouvelle donne des réseaux sociaux, des nouvelles technologies ou autres. Peut-être que les médias classiques seront toujours là, mais en même temps aussi, peut-être qu'il faudra marier les deux, en même temps également être sur les plateformes numériques et garder également l'aspect classique. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne, qu'on ne se met pas à l'ère du numérique, mais quand même y aller en conservant nos fondamentaux. Parce que quoi qu'on dise, l'évolution elle est toujours là, mais les fondamentaux vont rester. Les fondamentaux c'est quoi? C'est le professionnalisme, c'est le respect de l'éthique, de la déontologie. Et ça, c'est seulement un bon journaliste qui doit maîtriser ça. ay cantine la woon. alors kenn mënu ko woon. gis nga fii yëpp ay cantine la woon tamit. ok ba fële. sant kay Bas. ak fii gis nga yëpp dañ ko toj. ñu taaloon manifestation fii léegi nag ñun dañ koy dindi parce que yëpp. ok. ancien maire bi nekk fii. ok. ok. léegi nag fii ci ginnaaw. ba ci terrain ba fële. waaw du n'importe quoi moo fi doon am guddi. ok. yëpp dañ ko dindi. y avait du n'importe quoi. fii ay menuisier ñoo fi nekkoon moo tax lii yëpp xaw ma. waaw yow ba leen jël machine bi. day baaxal. non dañuy bàyyiwaat fii. lii lépp dañ ko dindi parce que lii waa marché bi ñoo ko defoon extension def ci ay dépôt mais dafa salté woon lii lépp dañ bari. Après plusieurs heures passées en mer, les pirogues commencent à regagner la terre ferme, sous le regard d'une foule panachée, pressée de mettre la main sur le butin des revenants. Visiblement, la pêche n'a pas été fructueuse. On se dispute les maigres prises. Les plus offrants sont les plus chanceux dans cette bataille pour la survie, car tout ce beau monde est dépendant des revenus de la pêche. Un secteur rongé par une crise sans précédent. Ici à Kayar, le mal est manifeste à tous les niveaux de la filière halieutique. Le quai est en train de mourir de sa belle mort. Il est 10 heures, des pirogues accostées attendent désespérément leurs piroguiers. En plein cœur de la gare, à 5 km du centre-ville,
telle une favela brésilienne. L'anarchie règne en maître. Ici, c'est Colobane. Depuis des années, Ndoukoura lutte pour la fermeture de Africa Feed, nom de cette usine de fabrication de farine de poisson implantée au cœur du village. Les habitants de cette bourgade située à 54 km de Dakar sont régulièrement impactés au rejet toxique de cette fabrique. Une véritable machine à pollution atmosphérique qui n'épargne presque aucun résident. Les personnes âgées et les enfants sont les plus impactés. Ils souffrent quotidiennement sans un accès adéquat aux soins de santé de qualité.